Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative en partenariat, vous le savez, avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, avec des experts ou des personnalités, nous explorons l'actualité internationale, africaine également et nationale, à travers un regard alternatif via un prisme du Sud. Et c'est en Espagne que je vous emmène aujourd'hui, l'Espagne, qui annonce une régularisation massive d'immigrés sans papier à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin. 500 000 personnes pourraient bénéficier de cette régularisation. Une décision fondée sur des analyses attribuant la bonne santé économique à l'ouverture aux étrangers. Ce choix du Premier ministre Pedro Sánchez va à contre-courant des politiques de restriction migratoire actuelles en Europe. Et ce n'est pas la première fois que Madrid oriente sa politique publique dans ce sens en matière migratoire, à savoir considérer l'immigration comme un atout plutôt qu'une menace. Alors pourquoi ? Pourquoi ce choix de l'Espagne de régulariser près d'un demi-million de sans-papiers ? L'Espagne qui, rappelons-le, a une croissance la plus forte de l'Union européenne. Alors, pari du pragmatisme, du changement, quelle résonance cette orientation a-t-elle au sein du continent ? Certains experts parleront de risques, d'autres de rhétorique purement politique. Alors, peut-on parler de paradoxe ou d'alternative espagnole face à une forme de verrouillage européen? Le débat est lancé et c'est avec M. Yassine Benmortar que je vais en parler, doctorant-chercheur à l'Université internationale de Rabat, expert en migration et mobilité. Bonjour à vous, ravi de vous recevoir. Bonjour, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Plaisir partagé. Alors on va entrer dans le vif du sujet. On l'a dit, alors que l'Union européenne durcit son cadre avec le pacte asile et migration, l'Espagne lance une régularisation massive, 500 000 personnes. Comment expliquer ce découplage de Madrid et quels sont les impératifs, notamment économiques, qui poussent le gouvernement à assumer ce choix ? Effectivement, c'est une annonce qui vient de surgir cette semaine, mais j'aimerais d'emblée enlever un biais qui pourrait surgir quand on peut écouter ce genre de phrase. Oui. C'est la régularisation n'équivaut pas à une ouverture des frontières. Il faut d'emblée poser ça sur la table. Elle est au contraire une réponse aux situations de précarité générées par les mêmes politiques de fermeture, de tri et d'exclusion. Donc il s'agit en l'occurrence pour l'Espagne, d'un reclassement juridique pour des individus qui sont déjà présents sur son territoire. Oui, il y a deux conditions, effectivement. Effectivement. Ouais. Et qui sont sur plusieurs plans Oui. Dans le tissu social national. Oui. L'État dit en substance, l'État espagnol dit « je préfère une situation plus lisible, avec des personnes ayant un titre de séjour et de travail, donc avec des droits, des obligations, mais aussi qui cotisent, plutôt qu'un stock au sens statistique du terme, de personnes et de gens qui seraient coincés dans l'ombre, donc dans de la vulnérabilité, de l'exploitation et in fine dans de l'économie informelle. Donc, mais pourquoi le faire in fine ? Donc, parce que les voies ordinaires existent, en Espagne en tout cas, mais elles sont lentes, sélectives et surtout elles ne sont pas conçues pour absorber un stock, encore une fois au niveau statistique, de cette ampleur. Et dans une grande partie, l'Union européenne et l'Europe, les voies de régularisation individuelles sont très faibles et très souvent inexistantes, ce qui fait qu'on rentre des personnes dans des trappes inextricables. Et c'est ce à quoi essaye de répondre l'Espagne vis-à-vis de cette procédure de régularisation exceptionnelle. Oui. Donc, elle a une praxis plus pragmatique, comme vous l'avez annoncé. On part d'un constat, il y a une démographie vieillissante dans le pays, un taux de fécondité qui est le plus bas de l'Europe, mais aussi une assiette sociale, en sens de sécurité sociale, qui est à combler. Et de l'autre côté, on a une économie avec des secteurs qui sont en forte tension et des gens qui y travaillent déjà, mais ces gens qui travaillent sans le papier qu'il leur faut. L'enjeu est donc de remettre l'État en capacité sur ces personnes, donc avoir de l'emploi déclaré, de la protection sociale, des inspections, de la stabilité du parcours, donc une politique publique. Donc ce décret royal, donc c'est pour éviter de passer par le Congrès ensuite, annonce que avant qu'il faut qu'il faut envoyer sa candidature au courant du mois de printemps de 2026, et il faut que la personne soit résidente dans l'espace espagnol avant le 31 décembre et pour une durée minimale
en tout cas de 5 mois. De 5 mois. Cumuler tous ces faits, on obtient un titre de séjour ou pas selon l'instruction. Et aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas une première pour l'Espagne qui, entre 1980 et 2005, a connu au moins 6 grandes vagues de régularisation et qui, au total, a régularisé plus de 1,176 million de personnes. Oui, 1,2 million, c'est juste immense. C'est énorme, surtout à l'échelle européenne. Enfin, c'est sans précédent ou pas ? Il me semble-t-il, c'est sans précédent. 1,2 million de personnes sur 2 décennies, donc sur 3 gouvernements, Aznar, Zapatero et maintenant Sanchez. On est sur quelque chose de relativement inédit pour le continent. D'autres pays ont fait des choses aussi, mais à moindre mesure, pas dans ce volume-là. Donc la réforme Zapatero, avec 20 ans de recul, on voit beaucoup de choses. Qui contrebalance et qui débanque la plupart des fausses idées qui sont véhiculées par ces vagues de régularisation. Donc, c'est des recettes fiscales pour le pays. La réforme Zapatero a montré que ces personnes-là qui ont été régularisées en 2005 ont rapporté entre 4 000 à 4 800 euros supplémentaires en termes de cotisations sociales et d'impôts par personne, je le rappelle, par personne. Et ces consommations, donc ces gens ont un accès au marché, ils peuvent acheter des choses, ils payent des choses, et donc payent des taxes pour le pays, et donc nourrissent ce marché intérieur. Et d'autres rapports et d'autres études montrent qu'il n'y a aucune augmentation significative de l'utilisation, des services publics par ces mêmes personnes parce que le droit et l'accès est relativement universel en Espagne. Donc elles profitaient déjà de cet élément. Mais aussi on a une dynamique de productivité parce qu'une fois régularisées, ces personnes ont le luxe, si j'ose dire, de changer d'employeur plus facilement, ce qui les permet aussi d'être en adéquation entre leurs compétences et leur métier ou le travail qu'ils exercent à l'instant T. On peut penser rapidement aux réfugiés, par exemple syriens. On avait des ingénieurs, des médecins qui sont arrivés en Europe, mais qui étaient in fine éboueurs, qui travaillaient dans des cuisines. Donc là, il n'y a pas du tout d'adéquation entre les deux, chose qui a été le cas, en tout cas avec la réforme Zapatero. Et là, c'est dans tous les secteurs du pays. Ça a été spécifié. Ça concerne l'ensemble des métiers, tout secteur confondu, cette démarche. Est-ce que ça aussi, c'est inédit ? Me semble-t-il, oui. Parce que dans tous les cas, quand tu es régularisé, tu as le luxe du droit que le droit soit de ton côté. Alors qu'avant, non, on est complètement invisibilisé, on est mis limite hors société. Là, au contraire, cette petite documentation leur permet l'opposabilité administrative, leur permet l'opposabilité juridique, de faire asseoir des recours, de faire monter des tentatives de recours, en tout cas devant les tribunaux ou les tribunaux administratifs en l'occurrence, quand la personne est lésée dans son droit. Alors, vous parlez de démographie vieillissante et vous parlez aussi d'économie sous tension. Et vous analysez, est-ce qu'on peut analyser ça comme, du coup, une véritable politique publique ? En quoi on peut parler aussi de mécanismes d'État et aussi, une sous-question aussi, est-ce que ça peut révéler aussi des, peut-être, rapports de force de politique interne, s'il y en a ? Mais complètement. Comme je disais tout à l'heure, c'est une vraie politique publique qui est en train d'être mise en place par l'Espagne, qui n'a pas commencé avec cette initiative. Il y a d'autres paquets, j'y reviendrai, parce qu'elle vise des effets mesurables. Et là, je vais vous en citer 3 rapidement. Donc, le premier effet, c'est la sortie du travail informel. Donc, une partie des personnes irrégulières travaillent déjà dans ce pays. Mais comme je l'ai dit il y a quelques instants, sans protection adéquate, sans contrat, sans droit opposable. Donc régulariser, c'est créer les conditions pour basculer une partie du réel vers du déclaré. Deuxième effet, ce passage donc, de l'informel vers le déclaré permet in fine d'élargir l'assiette sociale en termes de sécurité sociale, cotisants, récipiendaires, mais aussi l'assiette fiscale. Et là, des chiffres très parlants à ce sujet. L'Espagne tourne autour de 3,07 millions d'affiliés étrangers dans les systèmes de sécurité sociale, soit 14% des contributions à la sécurité sociale espagnole sont faites par les étrangers. Donc on n'est pas dans un phénomène marginal, on est dans une réelle variable macroéconomique pour la stabilité du pays. Et ça compte pour le pays, car vous l'avez dit dans votre billet introductif, on a la croissance la plus forte du continent. En 2024, ça oscille entre 3,2 à 3,5 points. En 2025, les derniers chiffres montrent une croissance de 2,8
Et ça ne va pas s'arrêter là. À titre de comparatif, même si comparaison n'est pas raison, la France est à 1,2, le Portugal est à 1,9, l'Italie à 0,6 et l'Allemagne elle-même en contraction à moins 0,5. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez d'inédit. On est complètement sans pareil égal à ce niveau-là. Donc la croissance est là. Il y a un besoin économique, il y a un besoin de main-d'œuvre, et c'est ces étrangers-là qui comblent ce besoin-là, parce que, comme vous l'avez rappelé, c'est une société vieillissante. Et pour dernier point, ce dernier effet, c'est de réduire les vulnérabilités, comme je l'ai dit, par opposabilité juridique, judiciaire et administrative. Les gens, maintenant, ont un contrat, ils peuvent porter plainte, ils peuvent avoir une inspection, ils peuvent accéder à la justice sans la peur immédiate d'une décision d'éloignement. Et pour clore, on est totalement dans une dynamique interne aussi espagnole en termes de politique et de tractation politique, parce que initialement, cette initiative est venue d'une initiative citoyenne, chose qui est permise par la Constitution espagnole. De lors que 500 000 signatures ont été apposées sur une initiative, elle passe au Parlement qui vote oui ou non. À ce moment-là, quand cette initiative est passée avec plus de 700 000 signatures et plus de 900 structures associatives qui ont contribué, notamment l'Église, à travers la conférence épiscopale espagnole, qui a permis de faire levier sur les conservateurs de droite du PP et qui a débouché sur un vote d'une motion de censure proposée par Vox, donc l'extrême droite, et le vote a donné lieu à 315 votes contre la motion de censure et 33 pour cette motion de rejet et qui représentait uniquement Vox. Donc ces 315 ne viennent pas de nulle part, mais ils sont bien l'objet d'une tractation politique parce que le gouvernement actuel n'a pas de majorité automatique, il est obligé de faire avec les autres. Et c'est ce que Pedro Sánchez a fait avec les autres, notamment avec Sumar, avec Podemos, avec aussi les nationalistes basques et catalans, et aussi avec le PP, mais pas avec Vox, et fort heureusement. Et donc enfin, donc cette régularisation n'arrive pas dans le vide total. Non, mais beaucoup plus que ça, elle n'arrive pas dans le vide total, mais au-delà de la démarche humanitaire, si je puis dire, et au-delà des tractations politiques, il y a une vraie conviction qui vient du bas. Vous avez parlé de cette initiative, j'ai envie de dire, pas populaire, mais en tout cas de 900 structures ou 900 structures et 700 000 signatures. 700 000 signatures, c'est énorme. Alors que le seuil requis est de 500 000. Voilà, donc l'Espagne, vraiment, et les Espagnols. Et les Espagnols, exactement. Les citoyens, sont décrits comme étant à contre-courant donc, de l'Europe, tout en restant une frontière extérieure, sous pression économique notamment. Alors s'agit-il d'une divergence idéologique profonde avec le reste du continent, ou l'Espagne expérimente-t-elle simplement une autre méthode de gestion des flux au sein de l'espace Schengen? Et moi, j'ai envie d'aller plus loin et vous dire, mais une autre vision, carrément un autre paradigme, si on peut. Mais complètement. L'Espagne fait le choix de gouverner le réel et pas les fantasmes. Voilà. Et là, pour le coup, elle est différente sur la narration et elle est très pragmatique sur les instruments et la méthode. On est dans de la réelle politique pure. Mais on n'est pas vraiment dans de l'humanitaire et du moral. On est dans comment on fait avec une situation qu'on a sur le terrain du pays en tant que décideur, en tant donc, comme j'ai dit, de décideur qui doit prendre des décisions et mettre en place des politiques publiques, non seulement pour ses citoyens et concitoyens, mais aussi pour tout l'ensemble des personnes qui sont présentes sur les territoires. Et c'est là où l'Espagne fait différemment, fait peut-être positivement les choses. Je ne dirais pas mieux parce que ça serait apporter un jugement moral, mais on a vraiment une dynamique qui est positive par rapport au reste. Donc il faut déjà rappeler que les franchissements irréguliers, on en documenté dans l'espace, dans le pourtour européen, dans la dernière année qui s'est écoulée, est de moins 30%. Donc il y a moins de personnes qui veulent migrer de façon irrégulière vers l'Espagne. Mais toutes les routes ne bougent pas pareil, hein. Le cas des Canaries est emblématique sur ce niveau-là. Oui. Donc, pour rappel, on est dans une société de 49 millions de personnes où 1/5 est né à l'étranger. On a à la part de personnes étrangères qui tournent autour aussi de 14%. Donc c'est un fait social considérable et qui, me semble-t-il, s'inscrit et s'inscrira dans la durée. Si on a à comparer avec notre cher royaume, nous accueillons sur notre territoire à peu près 150 000 étrangers, ce qui ne représente que 0,4%. Donc on a 14% de là et 0,4% de là. C'est pour juste permettre aux téléspectateurs de saisir ces différences de volume et ô combien c'est important.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on le voit aussi sur le marché du travail, où on a 3,07 millions d'affiliés étrangers dans la sécurité sociale, qui représentent 14% des cotisations. Donc, ce n'est plus un sujet périphérique pour l'Espagne, c'est une composante de la dynamique économique et de la stabilité du modèle social espagnol, donc des cotisations supplémentaires, parce qu'on a de plus en plus de récipiendaires de ces cotisations. Il y a aussi une rationalité économique, comme je viens de le démontrer, avec le taux de croissance, qui tourne autour de... Là, pour le coup, le PIB par habitant, et pas le PIB du pays, tourne autour de 2,9%. Et l'apport, selon les autorités fiscales des étrangers dans ces 2,9%, c'est de 0,4 à 0,7 points. Donc, ils ont un impact significatif sur même cette croissance économique. Donc oui, l'Espagne est relativement à contre-courant dans la narration, mais ce n'est pas un slogan, c'est une méthode, tenir ensemble frontières extérieures et externalisation, parce que c'est le cas, c'est ce qui est fait, et j'ai eu l'occasion d'intervenir là-dessus plusieurs fois, mais aussi avec un marché du travail qui est en forte demande, une sécurité sociale, une stabilisation administrative nécessaire. Donc, il adapte un cadre européen à la réalité du terrain. Et là, rapidement, pour parler du cadre européen, vraiment, hier soir, la Commission de l'Union européenne a présenté sa stratégie migratoire et qu'elle décline autour de 3 piliers centraux qui sont subdivisés en 5 objectifs stratégiques. Les 3 piliers centraux sont réduire l'irrégularité et cesser l'économie des passeurs, protéger ceux qui fuient la guerre et la persécution tout en évitant les abus, et ouvrir les voies légales pour attirer les talents et soutenir la compétitivité. Pour ce faire, 5 points très précis et très concrets, mais aussi très fermes. Renforcer une diplomatie migratoire plus affirmée, je cite. Des frontières extérieures plus fortes, je cite. Un système d'asile et migration ferme, je cite. Des retours plus rapides, plus efficaces, et en parallèle de la mobilité de travail pour que l'UE reste la plus attractive dans la compétition mondiale des talents. Et là, pour moi, c'est là où est le réel enjeu, en tout cas pour le continent, si j'ai à penser directement au continent, c'est qu'on va vider le continent, malheureusement, de ses talents, parce que là, on fait tout pour empêcher des gens d'arriver, mais on essaie aussi de récupérer tous les meilleurs, entre guillemets. Il y a des résistances, effectivement, on le voit avec cette stratégie qui vient d'être tout nouvellement proposée au sein de l'Europe, mais aussi au sein de l'Espagne. Il y a quand même des oppositions aussi qui dénoncent ce qu'on peut appeler un appel d'air, et certains encouragent même, disent que c'est un encouragement, disent que c'est une prime à l'illégalité. Est-ce que d'un point de vue factuel, on peut parler de risque? Est-ce qu'il est réel? Et du coup, comment comment les services publics vont aborder justement cette approche-là? Et est-ce qu'on peut parler aussi de rhétorique politique pure pour l'Espagne? Oui. D'emblée, quiconque s'intéresse réellement aux migrations, aux phénomènes migratoires, entendra ces éléments comme une aberrance. Mais je vais essayer d'y répondre sans caricaturer les choses. Et là, vraiment, point par point. Donc, pour répondre à la prime à l'illégalité, c'est un argument moral. Mais l'État espagnol, lui, fait un calcul de gestion technocratique et froid. On n'est pas, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, dans de l'humanitaire ou du moral. Alors que là, l'argument, lui, il est. Si on laisse l'État voir les choses comment? Soit on laisse un stock, encore une fois au niveau statistique, massif de gens présents mais invisibles, qui travaillent et peuvent être victimes d'exploitation, et dont on n'est pas apte à suivre administrativement ce qu'ils font ou à capter les bienfaits. De l'autre, soit on les fait rentrer dans un statut avec des obligations, un contrat possible, un salaire légal, des cotisations et donc un contrôle fin. C'est là où il y a le pari du pragmatisme, le pari de la technocratie. Certains voient la technocratie comme une mauvaise chose. Là, pour le coup, moi je vois les choses comme positives parce qu'elles sont relativement froides, alors qu'on essaie d'y apposer de la morale. Deuxième point, l'appel d'air. Là, il faut être très précis. Encore une fois, quiconque s'intéresse aux migrations, aux phénomènes migratoires, c'est que les flux humains ne réagissent pas comme des interrupteurs qu'on peut allumer, qu'on peut éteindre, emmener là, emmener par là. Donc, encore une fois, ce modèle de push and pull
d'attractivité, de répulsion et d'attraction est complètement désuet et, je dirais, trop simpliste pour rendre compte de la complexité du phénomène de mobilité humaine. Il explique mal les enchaînements, les réseaux, les routes, les opportunités, les coûts, les risques et les contraintes administratives qui structurent les trajectoires des gens. Et pour le coup, la régularisation de masse absorbe encore une fois un stock, elle ne crée pas mécaniquement un flux, et ce ne sera pas le cas. Et les précédents espagnols de 2005, comme je l'ai démontré tout à l'heure, le prouvent. Il n'y a pas un appel d'air, il n'y a pas un effet d'appel identifiable. Et encore un autre exemple, encore plus récent, avec l'Irlande, qui ont fait aussi une très légère régularisation, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes en 2022. Là aussi, il n'y a pas d'appel d'air directement imputable à cette régularisation. Donc, ce que l'expérience et la pratique met surtout en avant, c'est ce qui se reconstitue et c'est ce qui reconstitue l'irrégularité. Là, ce sont les délais, la rareté des voies légales, un marché du travail qui aspire quand même ces volumes par nécessité, sans qu'il y ait le cadre propice pour le faire convenablement. Et troisième point rapidement, ce serait éventuellement sur Schengen et dédramatiser cette dimension Schengen où ils vont rentrer en Espagne, donc ils vont aller envahir l'Europe. Non, personne n'enverra qui que ce soit. Je ne pense pas que ce soit la première fois que je le dis sur ce plateau et je vais le marteler encore une fois. Donc tout le monde circulera dans l'espace Schengen, non, ça ne sera pas le cas. Et même si c'était le cas, c'est leur droit le plus strict. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont ce titre de séjour désormais. Ils ont du coup ce luxe de mobilité. Mais n'empêche, c'est la coexistence de stratégies nationales, donc différentes, dans un cadre régional et continental commun. C'est les mêmes enjeux pour l'Afrique que pour l'Europe. On est beaucoup de pays à essayer de faire les choses communément. L'Europe essaie de les faire dans un sens, l'Afrique essaie de les faire dans un autre. Peut-être pas dans l'autre sens, mais en tout cas dans un autre sens qui est une alternative à cette vision stricto-sécuritaire un peu trop pollucière sur les bords. Et je dirais d'autres pays devraient largement s'inspirer de ce que fait l'Espagne à l'instant T. Une inspiration pour certains pays, ça c'est sûr, et probablement que le Maroc, qui est au sud de la Méditerranée, peut s'en inspirer ou inspirer peut-être aussi, puisque l'Espagne et le Maroc ont des convergences de stratégie et de politique et d'intérêts qui sont... c'est peut-être de là que vient leur pragmatisme traditionnel. Peut-être. C'est cet élément méditerranéen qui crée ce pragmatisme. Alors pour conclure justement, puisque vous parliez d'alternative, Monsieur Yassine Ben Mortar, si l'on prend cette alternative justement au sérieux, c'est-à-dire l'immigration finalement comme un atout plutôt qu'une menace, parce que finalement c'est bien cela, quelles sont les conditions pour que ça réussisse? Et au-delà, est-ce que cette vision-là, cette approche-là peut peser sur le débat à l'échelle européenne? Bon, je mettrai humblement, pas des conditions, en tout cas des points de vigilance pour que cette alternative d'une migration comme atout, pas comme menace, premièrement, faire passer la régularisation dans l'ordinaire, sortir de cet exceptionnalisme. Il faut, pour que le pari tienne sur le long, que toutes les parties prenantes, en tout cas pour toutes les parties prenantes, que les voies de régularisation deviennent des moyens ordinaires, pas encore une fois une parenthèse exceptionnelle, et que ce soit dilué sur le temps, mais aussi sur l'espace. Je dirais, deuxième point de vigilance, à mon sens, ce serait cette durabilité de l'intégration dans les différents marchés de travail. Donc basculer vers l'emploi déclaré, parce que c'est là que le pari devient concret et palpable pour les gens et pour la société espagnole. Ils le voient, ils ont plus de moyens, ils ont plus d'outils, de marchés sur lesquels ils peuvent non seulement dépenser, mais également gagner. Donc là, on a une dimension palpable qui permet peut-être aux sociétés d'envisager les choses autrement. Troisième point, ce serait de permettre la longévité des démarches établies. C'est pas similaire à la durabilité que je viens de citer, il y a une spécificité. Donc il faut éviter que ces mêmes personnes qu'on a régularisées ne retombent dans de l'irrégularité. Parce qu'encore une fois, ils seront régularisés pour 1 an. Ça ne leur appartiendra qu'à eux que de régulariser leur situation par la suite. C'est important. Et c'est très important. Régularisation pour 1 an. Exactement. C'est pas ad vitam aeternam, on ne l'accorde pas la citoyenneté. Donc en effet, il faut permettre cette longévité et durabilité des démarches, donc pour éviter que les personnes retombent dans cette précarité-là. Donc l'enjeu, c'est la continuité des choses.
Et c'est là qu'un des programmes mis en place, des voies ordinaires mis en place par l'Espagne, le programme Arraigo, ça veut dire l'ancrage, qui permet à des mesures exceptionnelles d'obtention de titres sur la base de quelques faits, des critères bien établis, la famille, me semble-t-il, l'emploi, et récemment, depuis 2022, même la formation. Et donc en 2024, ce sont 223 400 autorisations, titres de séjour qui étaient accordés au titre de cet ancrage dans la société, dans cette multiplicité espagnole. Et cette même trajectoire s'inscrit aussi dans ce que souhaite faire le gouvernement de Sanchez, c'est d'avoir plus ou moins 300 000 régularisations annuelles sur 3 ans. Donc ce n'est pas encore clair si ces 300 000 rentreront dans l'Arraigo, déjà, et si en tout cas pour cette année qui arrive, les 500 000 régularisés seront additionnés aux 300 000 si on sera in fine à 800 000 ou si c'est intégré dedans. Donc ça, c'est des points de vigilance, on verra la suite des choses, ce que ça va donner. Et dernier point là-dessus, c'est le facteur, si j'ose dire, sociologique favorable, sans naïveté. Le pari espagnol s'appuie sur une sociologie des personnes qui sont chez eux très particulière. Ils sont pour 48%, donc à près de la moitié, latino-américains, l'Afrique du Sud. Donc c'est des chrétiens hispanophones, ce qui facilite énormément... La langue et la religion. Exactement, ça facilite énormément les choses, que ce soit côté social et sociétal par les Espagnols, mais également pour l'État qui rechigne du coup moins à régulariser, mais sans risque. Le risque, ce serait que ça soit une intégration sur le papier qui ne soit pas réellement accompagnée de capacités sociales. Et cela aussi n'annihile pas complètement les phénomènes xénophobiques qui existent partout dans le continent européen et que même ces latino-américains peuvent entre guillemets, souffrir. Et là, vraiment, très rapidement régulariser, au fond, c'est un acte de souveraineté administrative. Et je ne pense pas que ça transformera durablement le système européen, mais le cas espagnol devient une variable utile, un précédent praticable qui peut donner un momentum à d'autres approches dans d'autres pays européens. Donc ici, l'alternative concrète, c'est une alternative concrète aux portes de l'Europe. Et je citerai Sanchez pour clôturer la chose. L'Espagne doit choisir entre être un pays ouvert et prospère ou un pays fermé et pauvre. Merci infiniment Yacine Ben Mortal. On va terminer avec cette alternative aux portes de l'Europe, voilà, qui me va parfaitement. Vous aurez compris pourquoi dans cette émission. Je rappelle que vous êtes doctorant, chercheur à l'Université internationale de Rabat, expert en migration et en mobilité humaine. On oublie un petit peu aussi cette formulation et ça recentre, ça ancre aussi justement un petit peu et c'est beaucoup plus englobant. Tout à fait, merci infiniment. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine.